Merci beaucoup. Bonjour à ceux que j'ai pas vus. Donc, qui est quand adressé au centre de transplantation hépatique. Donc, je vous rappelle les objectifs pédagogiques. Donc, on va partir d'un cas clinique qui va certainement vous rappeler quelque chose. Donc, c'est un monsieur qui a 65 ans, ancien commercial, marié, diabétique, traité par metformine, hypertendu, traité par un inhibiteur calcique, en surpoids avec un IMC à 34, qui en plus boit de l'alcool, 60 grammes par jour en moyenne depuis très très longtemps, et qui en plus fume. Il est hospitalisé pour augmentation du périmètre abdominal depuis 4 jours. À l'examen, il y a une hépatomégalie, un ictère, probablement de l'acide, pas d'encéphalopathie. Sur le plan biologique, il a un TP à 45% avec un INR à 1,9, une bilirubine à 60, des transaminases élevées modérément, des gamma-GT aussi élevés, une albumine à 31, une fonction rénale qui est normale, et vous faites évidemment une ponction d'acide, et l'acide est infecté avec un Escherichia coli. À l'échographie, le foie est dysmorphique, il y a de l'acide, il y a des voies de dérivation. À la gastroscopie, il y a des varices œsophagiennes de grade 2. Donc finalement, pour cet homme de 65 ans, on découvre une cirrhose qui est probablement mixte, métabolique et alcoolique, ce qui est très très fréquent en France probablement, avec infection du liquide d'acide inaugural. Il a un score de Child qui est B9 et il a un MELD à 18. Donc c'est maintenant que vous pouvez voter. Donc normalement, vous avez 20 secondes pour voter. Vous pouvez choisir plusieurs solutions. Donc qu'est-ce que vous faites face à cet homme? Vous n'envisagez pas la transplantation hépatique parce que vous trouvez qu'il est trop vieux, vous trouvez qu'il est trop gros, parce qu'il n'est pas sevré d'alcool, parce qu'il a une infection ou parce qu'il n'est pas assez grave. J'ai appuyé. « 20 secondes, c'est long, hein. Alors, pour moi, les bonnes réponses, c'était on n'envisage pas la greffe parce qu'il n'est pas sevré. Donc là, vous avez à peu près tous répondu. Et puis également parce qu'il a une infection qui, actuellement, à ce stade-là, n'est pas encore contrôlée. Je reviendrai sur l'âge un peu plus tard. Alors, je vous rappelle qu'effectivement, quand on a quelqu'un qui a une maladie alcoolique du foie, on envisage de le greffer s'il est sevré, parce qu'on souhaite qu'il reste sevré après la transplantation, ce qui n'arrive pas toujours. Donc plus le sevrage est ancien, plus le risque de rechute alcoolique est diminué, comme vous savez. Mais surtout, on attend que le sevrage permette l'amélioration clinique, même si on n'a pas beaucoup de données, en fait. On sait que probablement, dans les 3 mois, les malades qui doivent s'améliorer s'amélioreront. Donc ça, c'est la première raison pour la fameuse règle des 6 mois, même si c'est aussi un facteur prédictif de non-rechute, ou de moindre rechute. Alors en France, on fait actuellement un peu plus de 1300 transplantations hépatiques tous les ans, et les 2 grandes indications, comme vous imaginez bien, c'est la cirrhose avec ou sans carcinome hépatocellulaire. Alors, qu'est-ce qu'on transplante comme type de cirrhose en France? On est le seul pays au monde où on transplante essentiellement des cirrhoses alcooliques, donc avec ou sans CHC. On transplante, je l'ai quand même mis, quelques cas très sélectionnés d'hépatite alcoolique aiguë sévère corticorésistante. Et tout ça, ça représente à peu près 40% des indications, un peu plus si on met de côté les enfants. La deuxième indication, qui est la première dans le monde, c'est la cirrhose virale C avec ou sans carcinome hépatocellulaire, mais partout dans le monde, elle est en train de diminuer, pour ne pas dire disparaître. Ça représente maintenant en France moins de 10% des cas. Et on sait que ça va certainement mettre quelques années, mais ça va disparaître. Et puis la troisième indication dont il faut parler, même si ce n'est pas la troisième plus fréquente en France, mais c'est par exemple aux États-Unis la deuxième plus fréquente derrière la cirrhose virale C, donc ça sera bientôt la première, à égalité avec l'alcool chez eux, c'est la cirrhose dysmétabolique. Donc actuellement en France,
toujours pareil, avec ou sans carcinome hépatocellulaire, ça représente que 5% des cas. Mais on voit que c'est relativement parallèle à l'épidémie d'obésité. Donc probablement qu'on va, même si ça va prendre un certain temps, on va probablement rattraper d'abord les Anglais, puis après, où ça représente 10 à 15% des greffes, et les États-Unis, où ça représente environ déjà 20 à 25% des greffes. Alors la cirrhose, comme vous savez, c'est une maladie fréquente. Donc qui c'est qu'on va envoyer à la greffe? On va envoyer à la greffe un malade qui va en bénéficier, c'est-à-dire que sa probabilité de survivre va être plus importante avec la greffe que sans la greffe. Ça paraît assez simple. Alors d'abord, il faut savoir comment les malades vont survivre après la greffe. Donc ça, c'est les données de l'Agence de la biomédecine. Et vous voyez que si on se met à une échéance qui est raisonnable, c'est-à-dire 1 an, à ce stade-là, quelle que soit l'indication, par exemple pour notre malade, la cirrhose alcoolique, même si c'est une cirrhose mixte, c'est la courbe verte, eh ben, la transplantation, le risque de mourir après la transplantation, c'est 15% à 1 an, globalement. Donc si le patient qu'on a en face de nous a une probabilité de mourir de plus de 15% à 1 an, la transplantation fait mieux. OK. Alors comment on va évaluer la gravité de la cirrhose? Donc vous savez qu'il y a 2 grands scores, le CHILD et ses variantes, et puis le MELD. Le MELD qui est un score qui est uniquement quantitatif, il n'y a pas de variable clinique, il y a la créatinine, la bilirubine et l'INR plutôt que le TP. Alors on sait qu'à partir du moment où on a un MELD entre 18 et 20, eh ben, la probabilité de survie est meilleure quand on fait la transplantation que quand on ne la fait pas. Et ça, quelle que soit l'indication, ce qui n'est pas totalement vrai, puisqu'on pense qu'entre cirrhose virale C et cirrhose alcoolique, cirrhose dysmétabolique, il y a quand même des petites variations. Mais on peut retenir ce cutoff. C'est ce qui a conduit à, partout dans le monde, dans tous les systèmes d'allocation des greffons, à faire une allocation dite au MELD. Donc c'est les Américains qui ont commencé, et en France, c'est le cas depuis 2007. C'est-à-dire que dans le cas d'une cirrhose grave, évaluée par le MELD, l'accès à la greffe va dépendre uniquement du MELD. C'est une règle de 3. Le malade peut avoir un maximum de points à 1000 et ça va être directement proportionnel à son MELD. Donc ça, c'est pour une cirrhose grave avec une insuffisance hépatocellulaire. Ce score de MELD, vous pouvez l'actualiser si vous voulez tous les jours et il faut l'actualiser au moins une fois tous les 3 mois quand le malade est inscrit sur liste. Donc si je reviens à notre patient, il a heureusement arrêté de boire de l'alcool, mais il a évolué vers l'acide réfractaire et on est obligé de le ponctionner environ une fois par semaine ou tous les 15 jours. Il est dénutri, donc évalué par la sarcopénie. Il a fait 2 épisodes d'encéphalopathie qui ont nécessité une hospitalisation, sans infection, sans facteur déclenchant. Sur le plan biologique, comme vous voyez, il s'est partiellement amélioré avec un TP qui reste relativement bas, une bilirubine qui est presque redevenue normale, une créatinine normale, une albumine un peu basse. Donc il a un MELD à 13, mais je vous rappelle qu'il a de l'acide, et il est Child C10. Donc de nouveau, que faites-vous? Je vais faire démarrer les votes. Vous discutez la transplantation hépatique, vous envisagez de mettre un TIPS, vous envisagez de mettre une dérivation péritonéo-jugulaire, vous faites des parasynthèses seules et vous faites une réévaluation clinique et biologique régulière. Donc discuter la TH, oui. Le TIPS, même s'il a fait des épisodes d'encéphalopathie, ce n'est pas une contre-indication absolue, mais c'est quand même pas peut-être une très bonne solution. Et bien sûr, la réévaluation clinique et biologique régulière. Alors je reviens au MELD, c'est comme ça que ça marche, et vous voyez qu'effectivement dans le MELD, il manque un certain nombre de choses qui existaient dans le CHILD et qui existent dans le cas de notre malade. Je vous rappelle ce papier des Danois parce que là encore, pour l'évaluation de la cirrhose alcoolique, on n'a pas beaucoup de données dans la littérature, pourtant c'est une maladie fréquente, mais sur laquelle on a assez peu publié, de façon assez étonnante. Et vous savez qu'il y a quand même un certain nombre d'événements cliniques qui impactent directement la survie de ces patients, en particulier les décompensations, soit l'acide, soit l'hémorragie digestive, soit l'encéphalopathie hépatique. C'est ce qui a conduit à ce qu'on appelle les exceptions au MELD, puisqu'on ne pouvait pas se satisfaire du MELD, puisqu'il n'y a pas l'acide, il n'y a pas l'encéphalopathie.
Donc ça, c'est également le cas dans tous les pays du monde, en particulier en France. Et là, je vous ai mis toutes les exceptions au MELD en France. Donc il y a des choses qui ne concernent pas directement la cirrhose, comme la polykystose hépatique, les métastases des tumeurs endocrines ou la maladie de Randusler. Mais finalement, les exceptions au MELD qui sont les plus fréquentes en France et partout, c'est l'acide réfractaire, loin devant, et l'encéphalopathie hépatique. Alors comment on fait avec ça? Eh ben, on fait un système de calcul de points qui est différent du MELD. Et il y a deux types de composantes experts. Il y a des composantes à 650 points, des composantes à 800 points, peu importe. Et le malade va avoir ses points à une certaine échéance de temps, qui peut être 0 jour, 3 mois, 6 mois, selon l'avis d'experts. Donc on fait une demande, il y a 2 experts qui statuent, et le malade va avoir sa composante expert acceptée ou pas, en général acceptée, dans les situations les plus fréquentes que je vous ai montrées, c'est-à-dire l'acide et l'encéphalopathie hépatique. Donc je reviens à mon malade. Il a toujours arrêté de boire, ce qui est bien. Plus de 6 mois, il n'a plus d'acide finalement. Il n'a pas d'encéphalopathie, donc il a mis du temps à s'améliorer, mais il a quand même fini par s'améliorer. Comme quoi on n'est pas toujours trop pressé. Il a un MELD à 8. Et puis évidemment, vous faites des examens de surveillance et pas de bol, vous trouvez 2 nodules de CHC, 25 et 17 mm par l'échographie. Vous faites une IRM, un scanner qui confirme, vous faites un bilan d'extension qui est négatif, une alpha-féto qui est à 115, donc un peu haute. De nouveau, que faites-vous? Vous discutez la transplantation hépatique, vous traitez le CHC par thermoablation, vous traitez le CHC par chémoembolisation, vous traitez le CHC par résection chirurgicale, ou vous ne faites pas de traitement de CHC. Vous pouvez choisir plusieurs, toujours. Donc effectivement, c'était les réponses que j'avais choisies. Donc vous discutez la transplantation et vous traitez le CHC par thermoablation, ce qui est probablement le traitement le plus simple et le plus efficace. Donc je vous rappelle que pour le carcinome hépatocellulaire, on se limite volontairement pour éviter un taux de récidive trop important après la transplantation. Donc on a vécu pendant très longtemps avec ce qu'on a appelé les critères de Milan ou de Mazzaferro, qui ont plus de 20 ans, c'est-à-dire pas plus de 3 nodules de maximum 3 cm ou un nodule mais pas plus de 5 cm. Donc ça a un peu évolué là aussi partout dans le monde et en particulier en France et à l'initiative des travaux de Christophe Duvou, c'est-à-dire qu'on a amélioré l'histoire du nombre et de la taille. Et on a rajouté un truc qui n'est pas très moderne, qui est l'alpha-fétoprotéine, qui a quand même une grande valeur pronostique. Donc on calcule un score qu'on appelle le score alpha, où il y a le diamètre du plus gros nodule, le nombre de nodules, et bien sûr l'alpha-fétoprotéine avec différentes classes, moins de 100, 100 à 1000 et plus que 1000. En fonction de ce score, le malade va pouvoir accéder à la greffe uniquement s'il a un score alpha à 0, 1 ou 2. Au-delà, on considère que le risque de récidive est trop important. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire la transplantation, mais le malade va avoir accès uniquement à ce qu'on appelle des greffons hors tour, c'est-à-dire des greffons marginaux qui ont été refusés par un certain nombre d'équipes et qui après sont reproposés pour des malades qui sont en dehors du score alpha. Donc on peut greffer un malade hors score alpha avec un greffon de moins bonne qualité. L'attribution des points, donc c'est 650 points pour le CHC maintenant, ça a changé un peu au cours du temps. Et il faut que le score alpha soit inférieur ou égal à 2. Et là encore, comme la composante expert tout à l'heure, ça va être uniquement une question de temps, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus le nombre de points augmente, jusqu'à atteindre un maximum de points. Alors à gauche, c'est le MELD. Donc vous voyez que le malade, il se promène avec un score en fonction de son MELD. Si le MELD monte, les points montent. Si le MELD baisse, les points baissent. Pour le CHC, ce n'est pas du tout comme ça. Il y a une petite pondération par la gravité, donc par le MELD, mais vous voyez que c'est essentiellement en fonction du temps. Mais vous voyez que ça prend quand même longtemps, au moins 1 an, pour atteindre le maximum de points. C'est pour ça qu'on traite le CHC en attendant. Alors ça, c'est toujours les données de l'Agence de biomédecine, qui sont un peu anciennes, mais qui sont toujours les mêmes actuellement. Et évidemment, l'immense majorité des malades sont traités en attente de greffe. On ne laisse pas le CHC évoluer en attendant les points, évidemment. Le principal traitement qu'on utilise, c'est la chémoembolisation quand elle est possible.
Et vous voyez que quand même, il y a un certain nombre de malades qui ont un traitement curatif. Alors, parfois la chémoembolisation est curative, on peut dire même assez souvent, mais on ne peut jamais vraiment en être certain. Par contre, la résection chirurgicale et la thermoablation, donc radiofréquence, micro-ondes, ce sont des traitements curatifs. C'est-à-dire qu'on a un malade qui a un CHC et on le traite et il n'a plus de CHC. Donc finalement, on est amené à greffer un malade qui n'a plus de CHC. Alors ça a posé un certain nombre de questionnements. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est très bien, mais on a des malades qui ont du mal à accéder à la greffe. Il y a toujours à peu près entre 7 et 10% des malades qui décèdent sur liste d'attente. Et on greffe des malades avec un CHC guéri, ce qui est un peu embêtant. Et puis, le deuxième truc qui était embêtant, c'est qu'à l'intérieur des malades avec CHC, ils étaient considérés comme tous pareils, alors qu'ils ne l'étaient pas, puisque certains n'étaient pas traités du tout, certains étaient traités avec un traitement qui est considéré comme non curatif, la chémo, et d'autres avaient eu un traitement curatif et n'avaient plus de tumeur. Et c'est ce qui a conduit, ça a mis très longtemps, on est quand même en France, à modifier les règles d'attribution. Donc, comme ça a l'air un peu compliqué, je vais essayer de vous expliquer. Donc finalement, l'objectif de cette nouvelle modalité de répartition des greffons pour le CHC, c'était de ne pas greffer les malades avec un CHC guéri et d'utiliser les greffons qu'on économise pour pouvoir greffer d'autres malades, soit avec CHC, soit avec une autre indication. Donc finalement, aujourd'hui, un malade qui a eu un traitement curatif, quand il n'a pas de récidive, quand la tumeur est guérie, eh ben, il n'a pas accès à la greffe. C'est ce que j'ai appelé la vitesse zéro. C'est-à-dire que soit il a une insuffisance hépatique et il a d'autres raisons d'accéder à la greffe, il peut avoir un syndrome hépatopulmonaire, il peut avoir que sais-je, mais s'il n'a pas d'autres raisons d'accéder à la greffe, il n'accède pas à la greffe, il n'a pas de points. Quand il fait une récidive, à ce moment-là, on l'active, et à ce moment-là, il peut avoir 650 points, toujours les fameux 650 points, mais dans la nouvelle version accélérée en 6 mois, et pas comme je vous ai montré tout à l'heure, en 12 à 18 mois. Donc ça, c'est la vitesse 3. Quand le malade a un CHC, mais qu'il n'a pas eu de traitement curatif, donc ce qui ressemble à ce qu'on avait dans l'ancienne modalité, on lui fait un traitement d'attente. Si le traitement d'attente est possible, on reste à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire 12 à 18 mois, c'est la vitesse 1. Et puis, il y a un intermédiaire, c'est quand il n'y a pas de possibilité de faire de traitement, en particulier chémoembolisation. Et à ce moment-là, le malade va avoir 650 points en à peu près 9 mois, donc c'est la vitesse 2. Donc ça a été mis en place cette année. On espère qu'on va pouvoir... Ça a induit quand même comme vous imaginez, un certain degré de complexité, en particulier dans le calcul des points pour expliquer aux patients, etc. Mais on espère que ça permettra d'augmenter le nombre de greffons et l'accès à la greffe de certains types de patients qui avaient un accès pas très rapide ou pas suffisamment rapide. Donc finalement, sur ce tableau sont résumées les différentes possibilités de calcul du score. Donc vous avez bien compris, le CHC, je ne vous parle pas de la retransplantation ou d'autres trucs qui sont plus rares. Les composantes experts, ça représente à peu près un tiers des indications. Et le CHC, ça représente aussi à peu près un tiers des indications. J'ai juste mis un mot pour l'hépatite fulminante, pour rappeler que l'hépatite fulminante n'est pas dans le système de calcul de points tel que je vous l'ai montré, parce qu'en cas d'hépatite fulminante, les malades ont un accès prioritaire, ça n'a pas changé, ils ont un accès prioritaire à la greffe, de façon à ce qu'ils soient, si possible, greffés dans les 48 heures. Donc pour résumer, il y a 3 grands cadres pour indiquer et accéder à la transplantation hépatique, c'est pareil. C'est la cirrhose avec insuffisance hépatique, et là, il faut calculer le MELD. Quand il y a des complications de la cirrhose en dehors du MELD, comme vous avez compris, c'est les composantes experts, et en particulier l'acide et l'encéphalopathie hépatique. Et puis quand il y a un CHC, et il y a souvent dans ce cas-là pas d'insuffisance hépatique ou pas significative, à ce moment-là, il y a un autre calcul de points que j'espère vous avez compris. Alors, pour finir, qui est-ce qu'on envoie et qui est-ce qu'on n'envoie pas? Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors oui, il y a toujours des contre-indications, mais il y en a globalement de moins en moins.
J'avais commencé dans la première diapo à dire le malade est trop vieux, donc il avait 65 ans. Est-ce qu'il y a un âge limite? Oui, il y a un âge limite. Mercredi, on a entendu Emmanuel Morellon nous expliquer qu'en transplantation rénale, ils inscrivent jusqu'à 85 ans. Ça existe, même en transplantation hépatique, mais on considère que 70 ans, c'est un âge raisonnable comme limite à la transplantation. On greffe des malades au-delà de 70 ans, mais ils sont évidemment très sélectionnés. C'est bien sûr l'âge physiologique plus que l'âge calendaire, mais il y a quand même une limite. Ensuite, il y a le problème des cancers. Donc, on ne peut pas donner de règles vraiment strictes, et c'est évidemment au cas par cas, en fonction du type de cancer, du stade du cancer, et beaucoup de l'ancienneté du cancer. Ce n'est pas pareil d'avoir eu un cancer du sein il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 15 ans. L'infection par le VIH, il y a longtemps que ce n'est plus une contre-indication. Il faut simplement que l'infection soit contrôlée par les antirétroviraux. Il y a le problème de l'infection, donc c'était le cas de notre malade au début qui avait bêtement une infection d'acide. Donc on essaye autant que possible de ne pas faire de greffe chez un malade qui a une infection non contrôlée. Donc ça, il faut parfois se méfier et évaluer le malade quand on l'appelle pour la greffe. Et il faut aussi, c'est très important, avoir si possible l'historique des infections. Par exemple, l'historique des germes qui ont été retrouvés quand il y a une infection d'acide, l'historique des germes dans le cas d'une cholangite sclérosante avec des poussées d'angiocolite, pour pouvoir faire une antibioprophylaxie adaptée et une surveillance. Les contre-indications psychiatriques, oui, il y en a. C'est relativement rare, mais il y en a. C'est surtout quand on pense que le malade ne va pas pouvoir rentrer dans un protocole de suivi et de surveillance optimale. Mais finalement, le maximum des contre-indications, c'est l'existence de comorbidités. Donc en fait, c'est plusieurs contre-indications qui se mélangent, qui sont relatives, mais quand elles s'ajoutent les unes aux autres, ça finit par une contre-indication vraie. Et en particulier, des comorbidités cardiovasculaires ou pulmonaires, puisque je vous rappelle que comme on greffe en France essentiellement des anciens alcoolotabagiques, finalement, on découvre quand même beaucoup de comorbidités. Ça va être probablement encore pire avec la cirrhose dysmétabolique. Et donc, c'est finalement ça qui fait qu'on contre-indique le malade. Ma dernière diapositive, c'est, vous ne serez pas étonnés, il ne faut jamais hésiter à appeler le centre de greffe. Il vaut mieux appeler, entre guillemets, pour rien, que de ne pas appeler et passer à côté d'une indication. J'ai essayé, j'espère avoir simplifié suffisamment les choses, mais vous imaginez bien que c'est dans la vraie vie relativement compliqué au cas par cas. Donc ne jamais hésiter à demander un avis. Je vous remercie de votre attention.